Une fois qu'on est un peu gradé en Aïkido, qu'est-ce qu'il nous reste à faire une fois qu'on a maîtrisé les fondamentaux? Tout. On est d'accord là. Ce podcast vous est proposé par Budo Édition en partenariat avec le Vestiaire Amo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, nous allons parler d'Aïkido dans le Martial Azur podcast et nous sommes en compagnie de deux Aïkidokas. Alors, je vais vous laisser d'abord vous présenter pour les auditeurs qui vous découvrent. Honneur aux dames, tiens. Je m'appelle Paola, je suis pratiquante d'Aïkido depuis une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans maintenant, au Cercle Aïkido du Vieux de Nice. J'ai commencé aussi mon parcours à Nice chez Daniel Jean-Pierre un peu avant. Et je suis aussi un peu enseignante, voilà, de temps en temps, pour te remplacer. Et vous-même? Donc Alain Ipekjian, je suis aussi au Dojo du Vieux Nice depuis l'origine. Donc je suis 5e dan, diplômé d'État. Et j'enseigne depuis plus de 30 ans, ouais. Peut-être même 40, il faudrait que je... Ok. Alors aujourd'hui, on va parler d'Aïkido. La première question que j'aimerais vous poser, c'est quoi l'Aïkido? L'aïkido, c'est un art martial et c'est le seul art martial que l'on qualifie de la paix. Donc en fait, la recherche, ce n'est pas la destruction du partenaire, c'est au contraire essayer de maîtriser le partenaire, se maîtriser soi et maîtriser la situation. Voilà, oui, c'est un peu dans le nom, c'est-à-dire Aïkido, c'est une recherche de l'harmonie dans l'énergie entre soi et l'autre, c'est ça? On utilise l'énergie du partenaire pour la fusionner avec la nôtre et la renvoyer. Ça consiste en quoi exactement l'harmonie? Parce que c'est aussi une technique martiale, d'après ce qu'on peut voir d'un point de vue extérieur. L'harmonie, c'est un principe, c'est pas une technique en soi. D'accord. Donc c'est la relation qui va exister entre les deux partenaires, qu'on appelle Uke et Tori. Donc ces deux partenaires, alors Uke, c'est celui qui effectue la technique, et Tori, celui qui la reçoit, en quelque sorte. C'est le contraire. Oui, pardon, oui. Tori, celui qui effectue la technique, et Uke, celui qui subit la technique ou qui la reçoit. Qui la reçoit, on dit plutôt. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en karaté, on dirait plutôt celui qui... Oui, mais c'est vrai qu'en judo aussi, c'est celui qui la reçoit, parce qu'il peut accompagner un peu le mouvement, un peu comme en aïkido. Et je crois que Uke, il a aussi un rôle dans la technique. Il a un rôle essentiel. Uke a un rôle, le rôle d'aider, en fait, Tori. Tori a le rôle de faire la technique, mais également de maîtriser Uke. Donc, il y a une relation, en fait, ce qu'on regarde surtout, c'est la relation entre Uke et Tori. Et du coup, les techniques, c'est quoi? Alors là, je m'adresse plutôt à vous. C'est pas de la percussion comme en karaté, c'est plutôt des techniques de clés articulaires? Alors les techniques, c'est un catalogue qui est donc issu d'un Koryu ancien, le Daitoryu Aikijujutsu. Oui, donc une vieille école d'arts martiaux du Japon. Qui a été, on va dire, adaptée un peu à l'Occident pour raccourcir au maximum. Ouais. Et ce sont des techniques qui utilisent des clés de bras, qui utilisent beaucoup de mouvements. Et, il y a beaucoup aussi, j'ai l'impression, d'un point de vue extérieur vraiment, parce que je ne pratique pas du tout l'aïkido, de déplacements en arc de cercle, d'amener au sol, ce genre de choses. Effectivement, on fait pas mal de mouvements arrondis qui sont très harmonieux finalement, qui accompagnent le mouvement initial qu'impulse Uke. Ok. Et en fait, quand Tori et Uke pratiquent ensemble, on a l'impression que contrairement par exemple au judo où vraiment celui qui est Uke, il essaye de résister, de pas... Là, le Uke, il va aider à la réalisation de la technique un peu. Complètement. Ok. Et du coup, c'est pas un art martial où on essaye de vaincre l'autre. Non, c'est bien la maîtrise. La maîtrise de soi, la maîtrise de l'autre et la maîtrise de la situation. Les techniques telles qu'on les voit, c'est beaucoup de clés articulaires et surtout d'amener au sol et de clés au sol, si j'ai bien compris. Donc il y a un ensemble d'immobilisation et un ensemble de projections. Voilà, essentiellement, c'est les deux catégories qu'on va retrouver dans l'aïkido. Et les projections sont pas du tout les mêmes qu'au judo. Certaines se ressemblent, oui. On a des mouvements de hanche, par exemple, qui ressemblent pas mal. Le koshi nage, notamment, c'est vraiment, qui ressemble vraiment beaucoup au judo. Alors, nage, projection, koshi, la hanche, littéralement projection avec la hanche. C'est ça. Oui, j'ai fait un peu de japonais, donc je maîtrise un peu. Ok, donc il y a des techniques de projection avec la hanche, il y a des techniques de projection. Alors, c'est souvent des amenés au sol par des saisies au poignet.
Alors, il y a différentes. Là, il y a beaucoup de choses. Type d'attaque. Il y a différents types d'attaques. Les saisies poignets, coudes, épaules, saisie arrière. Mhm. Et il y a un ensemble après de frappes. Ok. Alors, Shomen, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. C'est une attaque verticale comme on la Une pratiquerait. attaque directe vers le sommet du crâne, Voilà, comme on fait en kendo. voilà. Tout ce qui est tsuki, atemi, quoi, Ouais. donc directement au visage ou au ventre. On a ce qu'on appelle yokomen aussi, une attaque de De profil. biais, on va Ouais, dire, ouais, de biais. sur le côté, ouais. J'en ai oublié. Non, c'est bon. Non, ça a l'air c'est d'aller. Ok. Globalement. Et du coup, il y a un ensemble de techniques qu'il faut maîtriser. Ça se passe comment quand on arrive dans un club d'aïkido et qu'on est débutant? Il y a un programme, je m'adresse plutôt à vous, du coup, vous enseignez aussi. Il y a un programme français ou japonais de maîtriser technique par ceinture, par exemple? C'est le même pour tout le monde. Mais disons que, en tout cas, le passage de Q se fait au regard du professeur et Ah oui, ça, les Q, oui, ça, c'est un peu pareil partout. Et j'avais un prof de karaté qui me disait, les Q, c'est un petit peu comme cette salade où on mélange tout, où chacun fait à sa sauce. Et les Dan, c'est un peu plus sérieux, il y a une recette bien définie. Les cues, ça se passe au niveau du dojo. C'est intra-dojo. Donc, c'est le professeur qui décide de donner, mais ça n'a aucune valeur à l'extérieur, hein. C'est uniquement un dojo. Le but de ces cues, c'est d'amener le candidat, enfin l'élève, à passer son premier dan. Premier dan, ce qu'on va lui demander, c'est la connaissance des techniques, de l'ensemble des techniques. L'ensemble des techniques de l'aïkido? Oui, l'ensemble. Alors, quand on dit ensemble, c'est, on va dire, les kions, ce qu'on appelle les kions. Les c'est fondamentaux. Les fondamentaux, Mhm. d'accord? Parce que si on prend tout ce qui est variante et variation, là, on parle de milliers et milliers de techniques, hein. Oui, donc ça prend un temps fou. Ouais. C'est plus la même chose. Donc c'est un petit peu le même système qu'en karaté et en judo en réalité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'apprendre les techniques, de savoir les exécuter avec un partenaire, hein, donc un peu plus comme en judo. Et ces techniques, si c'est l'ensemble des techniques, ça représente quand même un certain nombre. J'ai peu d'idées de combien de techniques ça représente, mais peut-être plusieurs centaines. Faudrait compter. Non, il n'y en a pas tant que ça, hein. Fondamentaux, hein, je parle, hein. Ouais. On est entre 150 et 200, mais pas plus. Ok. Enfin, c'est déjà bien, hein. Et du coup, au niveau du dojo, quand vous enseignez à un nouveau venu, par exemple, qu'il soit adulte ou enfant, commence par les techniques simples et puis petit à petit, il va vers des techniques compliquées. Comment ça se passe? Donc, il y a un programme qui existe de Q. Ce que j'ai repris exactement au dojo, hein, c'est donné par la fédération, progression Q. Donc, il y a un ensemble de techniques à connaître à chaque passage. Donc, à chaque fois, on rajoute de nouvelles techniques jusqu'à connaître le catalogue. Et en général, les pratiquants, quand ils arrivent, je sais qu'en judo, c'est un peu comme ça, je ne sais pas comment c'est en aikido, ils sont trop tendus pour exécuter les techniques en souplesse, dans le bon timing. Comment vous faites en tant que professeur pour enseigner ça? à vrai dire, ça dépend. Il y a plutôt des pratiquants qui arrivent avec beaucoup trop de souplesse et d'autres qui arrivent avec énormément de tension. Donc l'idée, ce serait plutôt de remettre ça au milieu finalement, voilà, de trouver Un équilibre. un équilibre dans l'énergie, que ce soit qu'on donne. Et quand ils arrivent et qu'ils pratiquent mal, entre guillemets, il y a un risque de blesser l'autre? Pour moi, il y a toujours un risque de blesser de toute manière, mais je pense que le rôle du senpai, du coup, c'est de faire très attention et de savoir doser ce qu'il fait avec qui il est. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans l'aïkido, c'est de pouvoir placer le curseur en fonction de qui on est. Et aussi en corpulence fonction peut-être, son ouais, grade. c'est ce que j'allais dire, de la morphologie des gens. Un gars très baraqué pratique pas comme un gars un peu chétif. On peut pratiquer avec tout le monde, hein. Donc qu'on soit grand ou petit, donc c'est le cas chez nous, hein. On a des très grands et des beaucoup plus petits. Ça n'empêche pas la pratique et de passer des techniques exactement comme le partenaire. Son but, c'est pas de chercher à bloquer, hein. Donc ça, déjà dans l'esprit, il faut. C'est pas compétitif, c'est pas je vais marquer un point et je vais l'empêcher de marquer. Il n'y a pas de compétition, Non, donc ça existe voilà. pas. C'est aussi confortable finalement parce qu'il n'y a pas d'enjeu. On arrive dans un dojo d'aïkido, on ne se met pas de pression finalement du quotidien. Mais quand même, pour autant, je voudrais dire, c'est quand même efficace. D'accord? Suivant comment c'est fait, ça peut être très très dangereux même. Ok. D'accord. Oui, parce on connaît le débat sur les arts martiaux. Il y a beaucoup de pratiquants de karaté, de boxe qui prétendent que l'aïkido n'est pas efficace. Or, l'aïkido, c'est quand même des clés articulaires, donc on peut péter les articulations, littéralement, hein.
et surtout les maîtrises au sol, parce qu'une fois que l'autre est au sol, et puis c'est là où le curseur est important, je pense, pour le professeur, parce qu'un élève qui irait trop forcé ou qui serait un peu brut, ça pète facilement une articulation quand même. Le professeur, il est censé voir un peu comment pratiquent tous les élèves, dire à chacun « attention, là ça va pas, tu risques de lui faire mal », recadrer un peu les gens. Oui, c'est le rôle du professeur, hein, de vérifier un peu comment travaillent les gens, d'avoir des corrections individuelles suivant les cas, ou collectives si une erreur est un peu plus générale, quoi, en fait, hein, donc tout. Alors du coup, comment ça se déroule un cours normal, classique? Il y a un échauffement, il y a du travail seul, puis à deux, comment ça se passe? On va commencer par le commencement, on rentre dans le dojo, on se met en tenue. En fonction de son grade, on a soit on est tout en blanc, soit on a le hakama un peu plus tard. On monte sur le tatami, on salue le kamisa, on se met tous par ordre de grade en seiza, on salue le kamisa et le cours commence. On travaille 2 par 2. Pardon. On travaille donc 2 par 2 à chaque fois, 4 fois chacun. Uketori. Ok, et donc le professeur montre les une mouvements. technique, Ouais. le mouvement qu'il aimerait qu'on travaille. Et chacun se salue et va pratiquer ensemble. Et donc, si je comprends bien, il y a une très grosse part technique, mais il y a pas trop de conditions physiques. C'est pas comme en boxe anglaise où il ferait corde à sauter, shadow boxing. On fait un échauffement quand même avant, hein, donc oui, il faut quand même un minimum de conditions physiques parce qu'il y a des ukemi, donc des chutes. Oui. Enfin, là, ça prend de l'énergie quand même, hein. Ouais. Quand on en a fait 10, 20, 30, bon. Ouais. Oui, parce qu'une grosse partie de l'aïkido, c'est d'amener l'autre au sol, mais celui qui va au sol, il faut qu'il sache switch. Alors, ukemi, c'est plutôt brise-chute, je crois. C'est-à-dire, c'est la manière de tomber sans se faire mal. Il y a les deux, oui, voilà. Savoir tomber et se relever sans douleur. Ouais, et donc ça, c'est vrai que si on répète beaucoup, ça fait un très bon échauffement d'ailleurs, hein, parce que c'est fatigant quand même. Oui, c'est très fatigant. Surtout de se relever à chaque fois. Ouais. Et du coup, celui qui fait travailler l'autre, en quelque sorte, c'est à tour de rôle ou comment ça se passe? Il y en a un qui fait travailler l'autre, puis on change de rôle? Oui, c'est ça. On travaille 4 fois, l'un travaille 4 fois en gauche-droite, on présente... Ah, ça, c'est intéressant. On travaille les deux côtés toujours. Oui, exactement. Absolument, ah oui, totalement, hein. Les deux rôles font partie de l'aïkido, donc il faut savoir faire les deux rôles, hein. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui gardent des prédominances? Moi, par exemple, je suis droitier. Et par exemple, certaines clés, j'aurais peut-être plus de facilité à les faire sur un certain bras que sur un autre. Comment ça se passe? Bien sûr, il y a des techniques qu'on n'arrive pas à faire à gauche pendant plusieurs années, même encore maintenant. Enfin, voilà, bon, après, c'est le travail d'une vie. Oui, on voit nos facilités en fonction de si on est On voit droitier. une vraie différence sur les gauchers, parce que les gauchers sont rares dans tous les sports. On voit une vraie différence dans leur manière d'appréhender la technique? Je crois pas, mais je saurais pas vraiment dire parce que c'est pas une question qu'on pose finalement sur les tatamis. Ouais. Est-ce que tu es de gaucher? Ah tiens, est-ce que c'est pas vraiment voilà. Et donc ils répètent tous les mêmes techniques, les techniques fondamentales au début. Une fois qu'ils sont un peu plus gradés, vous avez le 3e dan et vous le 5e. Une fois qu'on est un peu gradé en aïkido, qu'est-ce qu'il nous reste à faire une fois qu'on a maîtrisé les fondamentaux? Tout. On est d'accord, là. En fait, plus on monte, plus on escalade la montagne, plus elle est haute. Finalement, il y a toujours beaucoup plus à faire et on croisera toujours quelqu'un qui est extrêmement fort en face et il y a c'est toujours un travail et comme il y a qui est sans fin, quoi. Comme il n'y a pas d'opposition, comment on se rend compte que quelqu'un a vraiment un niveau technique beaucoup plus élevé que nous? C'est dans le ressenti et dans l'exécution. On voit qu'il a une technique plus fine. Oui, je rapprocherais presque ça de la musique des fois, quand on est débutant en musique et quand on connaît un peu plus. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de... Oui, je vois bien. C'est une bonne métaphore. Dans l'idée, ce serait plutôt ça, quoi. Moi, je suis débutant en piano. Je pianote pas, je martèle. Et alors que ma prof de piano, elle fait du piano. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de similarités, beaucoup de et il y a choses. Un timing aussi entre Tori et Uke. Est-ce que quelqu'un de plus expérimenté, il s'adapte mieux aux réactions du partenaire? Oui, normalement, puisqu'il est plus gradé, il doit s'adapter à son partenaire, hein. Okay. Donc oui, comme il n'y a pas d'opposition, parce que moi je connais plus le judo. En judo, il y a une vraie opposition. Chacun essaye de faire chuter l'autre, etc. Il bloque sur les techniques, il se réédifie un peu d'ailleurs. C'est le grand malheur du judo. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps les 2 professeurs d'un club un peu traditionnaliste de judo. Ils disaient le grand malheur, c'est de se raidir, de bloquer. Le judo, c'est sport de souplesse normalement, hein. Et c'est vrai qu'en aïkido, ils ont gardé cette souplesse, cette harmonie dans l'énergie. Mais comme il n'y a pas de compétition, on a du mal d'un point de vue extérieur à savoir qui est meilleur que l'autre. Alors évidemment, il y a les grades. Mais les grades, ça dépend aussi des fédérations. C'est un peu politique, les grades. On voit tout de suite à quelqu'un qui fait de l'aïkido qu'il est très avancé en technique, rien qu'en le regardant pratiquer. Oui.
Quand ça fait Oui. plusieurs années, oui. Oui, ça Mais se bon, voit, c'est pas ça vraiment se voit. important finalement. C'est de savoir, Ouais. Oui, c'est le parcours de chacun au oui, final. voilà. Et puis il y a des gens qui sont peut-être plus avancés que certains, qui finalement peut-être seront moins bons pour certains et pour d'autres. Enfin, c'est assez, toujours assez nuancé de toute façon. Je crois qu'il n'y a pas que le travail à main nue, il y a aussi un travail des armes qui est très présent en Aikido, Oui, tout avec à fait. le bo, le ken, il y a pas mal de choses. Le tanto. Le tanto aussi, donc ils font tanto dori comme en karaté en Wadoryu, comment ça se passe? C'est un ensemble de techniques sur des attaques qu'il faut connaître. Voilà. Sur Donc le c'est tanto. des ripostes sur des attaques codifiées? Oui. Ok. Oui. Donc shomen avec une certaine riposte, etc. Shomen, Suki, Yokomen, voilà, des choses comme Donc ça. ça fait quand même partie de la tradition, c'est pas quelque chose d'à part. Ça fait partie du catalogue. Hein. C'est dans l'aïkido. Ouais. Et donc ce travail-là, quand on le fait au dojo, je sais par expérience que les gens sont parfois à l'aise avec leur propre corps, mais quand il s'agit de manier un truc, même si c'est un bâton ou un truc, ils ont beaucoup plus de mal. Ça se ressent ça dans les dojos? Pour certaines personnes, oui, il y a des gens qui sont très gradés, qui n'aiment pas les armes, qui ne sont pas à l'aise, effectivement. Il y a des débutants qui, tout de suite, ont cette facilité. Oui, il y en a qui aiment ça, et il y en a qui n'aiment pas. Donc là, bon, malheureusement, ça fait partie de l'aïkido. C'est une branche de l'aïkido, il faut la connaître. Et c'est donc aussi nécessaire au passage de grade? Oui. Ok, Oui. Oui, donc c'est quand même, il faut absolument maîtriser les techniques. Et sur ce travail, moi j'ai vu du travail au bâton court, au bâton long, et du travail au ken, c'est-à-dire au boken plutôt, au sabre en bois. Ouais. Boken, bâton enfin long, 1,50 m, Ouais. dire. Il n'y a pas de bâton court. Ok. Il y a tanto. Oui, tanto, pardon. Voilà. Et tanto, donc c'est l'équivalent d'un poignard. C'est un poignard long, assez long, oui. Donc ça, c'est des défenses prédéfinies sur ces attaques. Et une fois qu'on a maîtrisé ces défenses prédéfinies sur ces attaques et les techniques fondamentales, le catalogue est quand même vaste, mais ça me semble, moi, d'un point de vue extérieur, pas tant de techniques que ça, en fait. Ça fait combien? 50, 100, on a dit quelque chose comme ça? En tout, avec les techniques à main nue, oui, on va dire 200 avec les armes, oui. Ouais, donc ça fait Après, quand même, il faut plusieurs années. Il y a pas mal années. de tiroirs, on ouvre, je ne sais pas, côté Geishi. Mais encore une Il y fois... a plusieurs côtés Geishi, il y a plusieurs manières oui, d'effectuer avec un les kion variantes, ou une technique. ouais. Il y a pas mal de variantes en fonction j'en sais rien, des écoles ou du professeur aussi qui connaît certaines façons de faire aussi, mais bon. Les styles, entre guillemets. C'est un peu comme dans les autres arts martiaux. En réalité, même en judo, ils font pas tous au sotogari ou au goshi de la même manière. Ils amènent les techniques différemment. Et en aïkido, du coup, les variantes, ça modifie beaucoup le comportement de Tori Eduke. Un débutant qui le verrait d'un point de vue extérieur, il verrait la différence entre deux variantes, par exemple? Non. Je ne pense pas. Donc, d'un point de vue extérieur, un débutant, c'est un peu comme en boxe, il ne verrait pas la différence entre un jab et un undercut. Mais il verrait quand même... Quelques années de pratique. Pas années, mais bon, quelques mois. Ouais, peut-être. pour commencer à comprendre qu'il y a des vraies différences de positionnement du corps, Oui. etc. Moi, quand j'ai regardé un peu l'aïkido à la télé, dans les vidéos sur YouTube, etc., j'ai vu qu'il y avait un travail de timing sur le déplacement qui était important. C'est-à-dire que quand Hirimi, quand il rentre dans la distance, l'autre doit se déplacer dans un timing qui doit être absolument parfait. C'est surtout ça qui est important? En partie, ouais, cette distance, le dehai, le mahai, c'est quelque chose qui est très important, oui, de savoir quand est-ce qu'on doit aller dans l'attaque ou pas, finalement, et après créer le déséquilibre. Ouais. Le timing, c'est un élément, c'est un principe parmi beaucoup d'autres, en fait. Donc oui, il est important, mais c'est pas le seul. Bon, on a beaucoup parlé de la technique, on a fait 20 minutes sur la technique, on va parler un peu de l'histoire de l'aïkido. Alors, l'aïkido a cette particularité qu'il est encore très proche de son histoire, contrairement par exemple au judo ou au karaté qui sont devenus des sports très modernes, voire télévisuels, télégéniques, c'est vraiment l'ultra-sport. L'aïkido est resté très proche de ses racines. Est-ce que ça vous marque, est-ce que ça vous influence dans votre pratique, le fait d'avoir connaissance ou pas, parfois, de cette pratique, de cette culture qui est autour de l'aïkido? Parfois, on dit même que c'est une philosophie. Est-ce que ça modifie votre pratique, le fait de savoir, par exemple, que Morihei Ueshiba était un ascète, qu'il était versé dans le zen, dans une branche assez particulière? Non. Je pense que même beaucoup d'aïkidokas ne s'en préoccupent pas. Ils ne s'intéressent pas vraiment à l'histoire de l'aïkido. Surtout au début, en tout cas, ce qu'ils entre voient. tous, là, pendant un dojo. Eh ouais. Ce qu'ils voient
sur le tatami, comment ça se passe. Voilà, c'est ce qui les a attirés. Après, on s'y intéressera ou pas, suivant les personnes. Mais... Ça, c'est marrant parce que vous avez une légère différence de génération et une légère différence de point de vue. Vous m'avez dit, au début, ils s'y intéressent parce que c'est ça qui les y amène parfois. Et vous m'avez dit, ils voient sur le tatami. Alors, il y a peut-être la génération qui a vu en vidéo avant de s'inscrire en club. Moi, je parle de mon expérience personnelle. C'est comme ça que je suis venu à l'aïkido. En les voyant pratiquer? Parce que j'ai vu un cours d'aïkido une fois, j'ai trouvé ça magnifique et je ne savais même pas comment ça s'appelait à l'époque. Et j'ai voulu faire la même chose. Donc, c'était vraiment l'aspect visuel qui m'a attiré tout d'abord. Et comment vous êtes venu à l'aïkido? Moi, je suis plus la génération manga et arts martiaux. C'était quelque chose qui était très présent dans notre jeunesse. Donc, c'est quelque chose qui me parlait déjà de base. Je trouvais ça super, là, les arts martiaux. Mais après, moi, ça restait quand même une vaste soupe, hein, tous les arts martiaux, que ce soit karaté, aïkido. Et moi, j'y suis venue par plusieurs facteurs. Hein. J'avais une amie qui en pratiquait quand j'étais adolescente, chez Micheline Vaillantissier d'ailleurs, qui est à Puget. Et ça m'avait plu à l'époque, mais je n'y comprenais strictement rien. Ouais, quand on est néophyte, moi aussi au début, karaté, judo, c'était du pareil au même, quoi. Et après, bon, avec la pratique. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que le fait de simplement voir la technique, parfois nous attire. On n'a pas besoin de connaître qui est le maître fondateur, etc. Mais plus tard, je pense, dans la pratique, ça permet aussi d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un qui ne s'intéresserait pas du tout ni à l'histoire, ni à la philosophie de l'aïkido, il pourrait quand même être 8e, 9e dan? Peut-être. Enfin, il peut avoir les qualités. Alors, est-ce qu'il aura la connaissance? Enfin, il aura peut-être pas la connaissance historique, mais est-ce que... Est-ce que c'est un point fondamental en aïkido de transmettre aussi la connaissance de la philosophie, de l'histoire? Ça se pratique pas dans les stages. Hein. On voit pas... j'ai rarement vu des grands maîtres... Enfin, si, certains en parlent, mais beaucoup n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de ce que faisait ou disait Ueshiba, quoi, en fait. Ils parlent de l'aïkido. D'autant plus que depuis l'époque, l'aïkido a quand même pas mal évolué. Donc, c'est difficile de comparer ce qui se faisait à l'époque et aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, l'aïkido, tous les arts martiaux, je pense même le karaté n'a plus rien à voir, le judo pareil. Et vous êtes intéressés tous les deux à la philosophie? Vous avez des ouvrages sur l'aïkido ou pas du tout? Personnellement, c'est ce qui m'a attiré un peu aussi au départ. Ce côté un peu enrobé de non-violence. C'était quelque chose qui aussi m'a fait pousser la porte du dojo. Au début, je ne m'y suis pas plus intéressée que ça, parce que c'était déjà très très complet comme pratique. Pour le cerveau, c'est déjà quelque chose. Hein. D'être débutant en aïkido, c'est pas facile. Mais par la suite, oui, j'ai dû m'y intéresser. Et puis, j'ai eu envie aussi de m'y intéresser. Ouais, sur Ueshiba, il y a des... ce qui est bien chez Budo Édition, c'est qu'on a pas mal de bouquins d'aïkido. Là, je suis venu avec un livre de Thierry Pardo sur la transmission. Mais on a aussi publié la biographie de Mori Ueshiba, des livres sur la technique de Kishomaru Ueshiba. On a quand même sur l'aïkido une bibliothèque assez importante de choses si le pratiquant veut s'intéresser. Il y a des livres, il y a des DVD, même maintenant il y a des vidéos sur YouTube, il y a tout un tas de choses. Alors que dans les années 80, c'était j'ai vu de l'aïkido et moi j'ai interviewé des judokas. Ils m'ont dit tous, ouais, j'ai fait un peu d'aïkido parce que j'ai vu tel maître ou tel gars en faire. C'était un peu connu dans les dojos à l'époque. Notamment grâce à André Noquet, hein, je suppose, qui était judoka. Oui, mais surtout parce que les fédérations étaient rapprochées entre la fédération de judo et d'aïkido. Je crois que la première fédération vraiment aïkido, c'était Jim Alchek qui l'avait créée. Et après, il y a eu la fédération de... comment il s'appelle celle dans laquelle il y a eu Tissier très tôt. Il y a eu Tamura. Oui. Pour la FFAB. Ouais. Et FF3A pour... donc maintenant, il existe 2 fédérations en aïkido, si je comprends bien. Oui, officielles. Oui. Il y a aussi des écoles indépendantes et ceux qui sont affiliés à l'Aikikai. Ok, donc il y a toujours l'Aikikai de Tokyo, qui reste une instance importante pour les aïkidokas, même français. C'est une référence, oui. Tout aïkidoka doit se rendre en pèlerinage une fois dans sa vie au moins. C'est marrant parce que les judokas m'ont dit la même chose à propos du Kodokan de judo à Tokyo. Les karatékas, c'est Okinawa. Chacun a son lieu de pèlerinage. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a encore quand même un lien avec le Japon. On pourrait s'attendre à ce que ce lien ait été coupé depuis le temps. Il y a encore quand même un lien avec le Japon. Il y a un lien très fort, oui, un lien très fort. Les hauts sensei se côtoient, se connaissent
s'apprécient, sont même amis, hein, certains, entre les Japonais et les Français, notamment. Oui, donc il y a encore vraiment des échanges. Est-ce qu'ils font des stages en France ou au Japon pour les Français? Oui, il y en a certains qui viennent régulièrement en France. C'est très apprécié, très recherché. Ouais. Et donc là, je suppose que les pratiquants de toute une région ou toute une partie de la France se retrouvent même souvent. Du monde entier, des fois, dans certains stages, c'est des gens qui viennent des États-Unis pour venir en France ou ailleurs. Hein. D'autres exemples sont valables aussi. Hein. Donc ils donnent ces stages régulièrement, je suppose 1 ou 2 fois par an? En général, il y a un stage annuel. Enfin, pour ceux que j'ai en tête, il y en a peut-être d'autres, hein, mais donc ils viennent 1 fois, voire 2 s'ils sont invités après avec certaines affinités. Quoi. Il peut y avoir. Et ici, au niveau régional, donc nous, on est sur la Côte d'Azur, je rappelle, pour les auditeurs, il y a un comité régional de la pratique de l'aïkido. Donc du coup, il doit y en avoir 2 s'il y a 2 fédérations délégataires, c'est ça? Alors l'autre, je ne connais pas, parce que ce n'est pas ma fédération. Je connais que la FF3A. La FF3A, ok. Et l'autre, c'est la FF... AB, ok. Et quelle différence entre les deux pour un néophyte qui ne connaît rien du tout? Et il n'y en a pas vraiment, c'est toujours de l'aïkido. C'est juste des différences politiques? Il y en a qui envoient. C'est discutable, hein. Il y en a qui voient des différences. J'ai demandé, pas plus tard qu'hier, à un pratiquant qui avait été à la FFAB qui me dit qu'il envoie. Mais on parle la même langue. Un combat politique, alors c'est moins intéressant, franchement. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est intéressant aussi de savoir comment les arts martiaux se développent, parce que les arts martiaux ne sont pas indépendants de la réalité sociale, du monde politique, associatif même parfois. Donc c'est intéressant de savoir. Mais évidemment, très souvent, je le sais par expérience pour avoir vu les dojos de karaté et de judo, c'est des manques d'affinité qui créent des scissions ou des conflits interpersonnels. C'est très rarement de véritables conflits sur la technique ou sur la transmission. En général, on finit par justifier ça en disant non, mais il n'a pas reçu le vrai enseignement du maître. Mais la vérité, c'est qu'ils sont disputés. Ok, on a pas mal parlé de la technique, on a parlé aussi un petit peu de l'histoire, on a peu parlé de la philosophie de l'aïkido. J'aimerais savoir ce que c'est que votre avis sur la philosophie de l'aïkido. Moi, je lis les bouquins de Budo Édition pour pouvoir les présenter. Et je vois qu'il y a, contrairement au karaté et au judo, qui ont eux aussi quand même une philosophie, il y a une prédominance de la philosophie pratiquement dans l'aïkido sur la technique. L'esprit domine vraiment le corps. On peut dire ça, oui. Philosophie, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'aïkido, je pense. Hein. C'est vraiment la recherche qui est franchement différente de tous les autres arts martiaux. Le fait de parler de non-violence dans un art martial, c'est quand même... Ouais, c'est antinomique pratiquement. Ça se fait pas partout. Hein. Et cette philosophie, elle est proche historiquement du zen. Est-ce que, quand elle est arrivée en France, vous avez vu qu'elle s'est modifiée, qu'elle a changé? Disons qu'au départ, je me rappelle quand j'ai commencé, l'aïkido, c'était quand même un petit peu plus rude, on va dire. Et ça s'est adouci avec les ans. Alors, je ne sais pas si c'est mon attitude qui a changé ou si c'est vraiment l'aïkido qui a changé, mais on sent qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette recherche de vouloir faire mal ou qu'avaient encore certains à l'époque et de vouloir montrer que c'était efficace à tout prix. Donc là, le but, c'est pas ça. C'est marrant que vous me disiez ça, parce que les judokas m'ont dit un petit peu la même chose à propos du judo, et les karatékas, ils n'en peuvent plus d'adoucir le karaté. Et je pense que ça vient aussi du monde associatif qui a évolué. Avant, on n'avait pas d'enfants dans les dojos. On a des enfants, oui, pas beaucoup. Enfin, nous, on ne fait pas les cours enfants vraiment, hein. C'est des jeunes, on va dire. Des adolescents? Ados, oui. Ok. Donc, il y en a, oui, il y en a. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup moins que dans le judo et dans le karaté, mais il y en a quand même. Mais disons que la pédagogie est vraiment délicate pour appréhender ça quand on est vraiment petit. Mais elle est pas impossible. En tout cas, il y en a beaucoup qui le font et qui le font très bien. Et qui commencent à documenter et à écrire pareil des choses à ce sujet. Donc c'est un vrai enjeu. Hein, le travail avec les enfants dans l'aïkido. Pour l'aïkido, oui, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi permettre... Ça se fait de manière... institutionnel, ou c'est vraiment chaque prof qui décide je vais prendre des enfants ou je vais pas prendre des enfants dans le dojo? Ça se décide au niveau du dojo. Hein. Il commence à y avoir quelques formations, j'ai remarqué en France. Oui, je pense que les fédérations doivent pousser pour essayer d'avoir un peu les enfants. Engager ça. C'est l'avenir, donc il faudrait qu'il y en ait un peu plus, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal. En général, quand c'est comme ça, il n'y a que 2 solutions. Soit on fait de la com, soit on fait de la pédagogie, soit on fait les 2.
En général, c'est bien de faire les deux quand même. Si on fait que de la com et pas de la pédagogie, ça marche pas. Oui, il faut Et si on fait que de la pédagogie, mais qu'il n'y a personne qui vient dans le dojo parce que personne n'en a entendu parler, ça marche pas non plus. Faire un peu les deux. C'est du temps. Et c'est différent d'enseigner l'aïkido à un enfant et à un adulte, par exemple? Oui. Il va falloir trouver des mots-clés, des choses un peu amusantes, quelque chose de plus, en judo, plus ludique. Ouais, en judo, ils font ça. Ils font un travail ludique avec les enfants. Mais je vois que c'est Faut pas passer vraiment... par le jeu. Ouais, c'est pas vraiment du judo. C'est des jeux qui leur font faire avec... Bon, il y a un peu de judo dedans. Il y a des projections, il y a des trucs pareils en karaté. Hein. Quoi qu'en karaté, je pense que c'est plus facile dans les sports de percussion. C'est plus facile d'apprendre à un enfant à taper sur quelque chose qu'à faire une projection correcte. Ça revient assez spontanément, mais Aikido, c'est quand même un peu plus difficile. Oui, parce que les deux doivent travailler vraiment en harmonie. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. On ne parle pas trop de principe à cet âge-là, mais normalement, c'est ça. Ouais. Les grands maîtres dont vous parlez, donc maître Noro, maître Tamura, ces gens-là, par exemple, eux, ils ont commencé enfants ou vraiment déjà adultes? Maître Tamura était au Japon, donc il a commencé très tôt. Hein. Je n'ai pas son historique en tête, mais c'est des gens qui ont œuvré toute leur vie dans ce monde-là. Hein. Donc théoriquement, c'est... Oui. Mais enfant, je ne sais pas. En tout cas, peut-être adolescent, mais enfant... Oui. Ah oui, enfant, peut-être pas, oui, effectivement. Là, je n'ai pas la référence. Parce qu'au Japon, leur système d'éducation est particulier. C'est basé sur la répétition, surtout pour les arts martiaux. Mais en France, on n'a pas trop ce truc-là de répéter jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, on ne peut pas faire à les gosses. C'est compliqué. Aux enfants, non. Mais ça reste quand même un peu, sur la répétition. Hein, c'est la méthode la plus employée. Ouais. Et même de toute façon, pour maîtriser un mouvement, quel qu'il soit, même le tir à l'arc ou je sais pas, n'importe quel mouvement qui puisse exister, il faut le répéter, il n'y a pas de 36 solutions. Ouais. Alors, on a pas mal parlé d'aïkido, on a parlé de la technique, on a parlé de la philosophie, et maintenant, on va parler un peu des dojos. Comment ça se passe, la vie, dans un dojo d'aïkido? Est-ce que c'est comme un dojo de n'importe quelle association sportive? Il y a des fêtes, il y a des entraînements spéciaux, il y a des événements, des stages? Nous, on est un peu particulier, je crois, parce qu'on a quand même un petit fonctionnement un peu familial. On n'est pas trop... On a cet avantage de ne pas devoir laisser la place juste après au cours du karaté suivant, ou autre. Et oui, dans les dojos municipaux, ils ont d'autres cours qui sont prévus juste après ou juste avant. Donc c'est à nous de faire le ménage, c'est à nous de prévoir tout ce qui doit être fait et tout ce qui... Et on peut rester après le cours. Voilà, on n'a pas trop de contraintes à ce niveau-là. Ok, et donc ça vous permet d'organiser quoi, la troisième mi-temps ou Ce qu'on fait en général au dojo, c'est le repas de fin d'année. Hein, donc alors on le fait au dojo, mais pas toujours, des fois à l'extérieur. Et c'est la galette des rois. Là, tu y tiens, je sais. Oui, j'y tiens, c'est une tradition. En quel honneur? Je sais pas, ça me plaît, puis je trouve ça... Au côté royal. Ah bon. En ce qui concerne l'aïkido en soi, il n'y a pas de fête, par exemple. En judo, ici sur la Côte d'Azur, tous les 11 novembre, ils font une petite réunion entre les anciens et même les jeunes d'ailleurs pour fêter on va dire, c'est la journée des ceintures noires. Donc, ils fêtent les nouvelles ceintures noires, ce genre de choses. Est-ce qu'en aïkido, il y a un équivalent? Je sais qu'au Nouvel An, il se passe quelque chose, en tout cas au Japon, ça oui. Oui, ils ont un Kagami Biraki. Oui, ça, oui, d'accord. Et sur la Côte d'Azur, en aïkido, il n'y a pas ça. On organise beaucoup de stages, on se retrouve, mais il n'y a pas, on va dire, une date précise où il est souvent organisé, en tout cas après les stages, des dépôts, on boit quelque chose. Parce que le Kagami Biraki en judo, c'est l'occasion pour les vieux de se retrouver, parce qu'ils se voient une fois par an au dojo quand ils se rencontrent. Et pour les jeunes, c'est l'occasion, ils ont en général soit la ceinture noire, soit le grade. Alors, en France, à Paris, quand ils font le Kagami Biraki, je crois qu'ils remettent les hauts grades et les ceintures noires 7e dan, 8e dan, enfin les ceintures rouges et blanches maintenant. En aïkido, est-ce qu'ils font aussi une remise de grade ou une cérémonie spéciale? Oui, enfin, alors, soit elle est faite au niveau régional, ça arrive, en stages régionaux, soit nous, on le fait systématiquement dans le dojo pour les gens qui ont obtenu des grades. Donc, notamment, ce qu'on fait, et qui est, je pense, un des seuls dojos à le faire, c'est la remise de la ceinture noire. C'est-à-dire, on offre la ceinture noire aux nouveaux gradés. Comme dans le temps. Avec son nom gravé en kanji. Ok, voilà. Ça c'est bien, parce que ça se faisait, mais maintenant, si j'ai pas vu un dojo offrir la ceinture noire à un karatéka ou un judo... Non, en judo, ça doit se faire encore dans quelques dojos, mais en karaté, ils se la payent et voilà, ils se l'achètent. Hein. Ça, c'est un moment intéressant de la vie des aïkidoka, parce que c'est à la fois un truc un peu institutionnel, parce qu'en général, c'est les fédérations ou les comités qui organisent. À la fois, c'est souvent des stages avec des maîtres qui viennent... Il y a des stages comme ça sur la Côte d'Azur avec des maîtres importants qui viennent? Dans la région, il y a Christian Tissier,
hein, qui est bien connu et qui vient surtout dans le Var. Maître Yamashima, qui vient du Japon, ouais, donc, qui vient donc début d'année, ici, une fois par an. Mais en fait, on peut très bien aller dans des stages partout en France, voire à l'étranger. Hein. Ça nous est arrivé d'aller en Italie, au Japon, j'en parle pas. En France, à Paris. À Paris, ça m'est arrivé souvent d'aller des stages de maître Endo, par exemple, quand ils venaient. Ouais, je vois dans les démonstrations, bon, à Bercy, de temps en temps, il y a de l'aïkido, il y a des sports comme ça où il y a le hakama, il y a même du kendo. Et on voit des grands mouvements assez amples. Ça passe bien la vidéo d'ailleurs, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de démonstrations. Ce qui m'amène au prochain sujet. Est-ce qu'il y a des démonstrations en aïkido encore? Ah ben on en a fait une il n'y a pas longtemps. Ah bon? à la fête des sports en début d'année? Okay. Chaque année, enfin, on essaye de se faire connaître. Donc on a un stand on était place Wilson cette année. Et on essaye de faire une démo. Alors c'est pas facile parce que c'est sur une estrade en bois qui était en plus cette année réduite. Je sais pas c'est les budgets qui ont été réduits, mais donc ça a été assez compliqué, assez délicat. Mais c'est difficile de chuter pas de tatami sur le bois, directement le bois. Ouais. Oui, alors on en a fait quelques-unes, mais de façon adoucie, quoi. Ouais. Donc, on faisait attention. D'ailleurs, ça m'amène à une chose. L'aïkido à l'origine était pratiqué sur parquet, non? C'était des tatamis, mais en tresse, en paille de riz, ouais. Paille de riz, c'était quand même assez dur. Hein, donc, oui, j'ai quelques judokas qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit qu'il valait mieux pas chuter. Oui, il y a certains maîtres qui se disent qu'il faut être capable de pouvoir chuter. Ouais, sur ce genre de matériaux. Ouais, parce que c'est vrai que sur un tatami bien épais, on ressent pas la même. Bon, même si on fait une bonne chute, hein, on ressent pas la même chose sur la paille de riz. Ça fait quoi, un demi-centimètre, quoi. Et du coup, les démonstrations, à part la fête du sport, vous en faites aussi d'autres ou... Il y avait eu un festival des arts martiaux une année. On a fait pendant 2-3 ans la fête de l'hiver japonais au lycée Estienne d'Or. Oui, organisé par ma prof de japonais, Toshi Sensei. D'accord. Donc pendant quelques années, on a fait des démos. Oui, c'est vrai que c'est aussi l'occasion, ça c'est un truc qui est vraiment bien pour les arts martiaux japonais. Les fêtes un petit peu culturelles, plus que simplement les arts martiaux, mais les arts asiatiques en général ou les arts japonais en général. Ça permet aussi d'introduire les arts martiaux. Je crois qu'ils font une démonstration de kendo aussi de temps en temps là-bas. Il y avait eu du kyudo aussi, il me semble. Donc il y a tir à l'arc, il y a sabre, il y a aikido. Des fois, elle fait... Je crois pas qu'elle ait fait karaté ou judo dans la fête, j'ai jamais vu. Pas que je sache. On n'a jamais vu. Mais aikido, oui. Donc ça, c'est bien. Ça permet aussi de montrer un peu... Parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette fête de l'hiver qu'elle fait. Oui, là, il y a pas mal de monde qui passe, ouais. Bon, ceci dit, ça nous a jamais ramené des élèves. Bon, mais peut-être que ça fait germer quelque chose quelque part. Parce que peut-être au second degré, quelqu'un qui dit tiens, mais je connais tel club d'aïkido, ils ont fait une démo, on sait jamais. Par rebond, peut-être. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, les gens qui s'inscrivent maintenant dans les clubs d'arts martiaux et de sport de combat, c'est soit des gens qui ont été attirés par les films, c'est le plus gros média, hein, c'est les films, la télé. Oui. Soit des gens qui ont été attirés par la lecture, mais c'est déjà beaucoup moindre, par les magazines, par les revues. Dans le temps, c'était beaucoup ça. Quand les premiers magazines de judo ont commencé à faire des articles sur l'aïkido, les gens étaient intéressés, voulaient trouver des clubs, chercher dans l'annuaire. C'était nouveau, ouais, maintenant. C'était nouveau, c'était un émerveillement constant. Maintenant, c'est vrai que tout le monde je ne peux pas dire connaît, mais a l'impression de connaître l'aïkido. Oui, il y a beaucoup de petites vidéos sur Internet, on en trouve un peu partout. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes. En fait, il faudrait trier, il faudrait être capable Il faut être capable de faire la part des choses entre le bon et... C'est pareil en karaté, en judo, en boxe, j'en parle même pas, parce que maintenant, il y a des clubs de boxe qui s'ouvrent... C'est comme des boulangeries, sauf que c'est pas des boxeurs, donc bon, bref, pas parler de ça, c'est m'énerver. On a quelques vidéos sur notre site du dojo. Donc là, quand les gens viennent pour se renseigner, ils peuvent voir un peu ce qu'on fait. Oui, ça c'est bien, parce que vous n'avez pas seulement des réseaux sociaux, mais vous avez surtout un site internet où vous présentez l'activité du club. Oui. C'est bien d'être encore un peu à l'ancienne et d'avoir un site internet, parce que je vois maintenant des clubs qui ont ils ont que les réseaux sociaux, en fait, ils n'ont que Facebook, Instagram, parfois TikTok. Et en fait, on n'a pas vraiment de trucs avec écrit, voilà, c'est tel prof, c'est tels horaires, il faut scroller. Le mieux, c'est de tout avoir, mais pareil, il faut du temps et quelqu'un pour s'en occuper. Dans le milieu associatif, c'est toujours le même problème de trouver des gens qui sont... Surtout dans des petites associations, vous avez combien de licenciés au dojo ? En moyenne, parce que c'est vrai que cette année... Une vingtaine. Une vingtaine ? Parce que je vois les clubs de judo, de karaté, hein, ils tournent des fois autour de 100, 150, parfois plus. À Saint-Laurent-du-Var, ils sont à 400 ou 500 licenciés en judo.
Là, c'est des associations énormes, ils peuvent se payer un secrétaire, défrayer les gens. C'est vrai qu'avec une vingtaine de pratiquants, on est limité aussi par le pouvoir et puis le temps. Vous avez vu une évolution du nombre, positive ou négative en Aikido, ou c'est resté constant à peu près? Alors, si on prend il y a une quinzaine d'années par rapport à aujourd'hui, oui, on voit une différence, enfin une décroissance même, je dirais, du nombre de pratiquants. Il y a de moins en moins de gens intéressés par l'aïkido, vous pensez? Ben, il y a de moins en moins de gens qui viennent, en tout cas. Peut-être faut faire de la pub, hein. C'est peut-être le secret de la réussite. Non, on en a fait, on a fait des flyers, Mais bon, c'est compliqué à cibler et à trouver. Et aussi maintenant, je pense qu'il y a une différence par rapport aux années même 70, 80, c'est qu'il y a une surconcurrence des associations. C'est-à-dire que moi, je le vois dans les années 70, allez, il y avait 3-4 associations dans le quartier, c'était déjà magnifique. Maintenant, s'il n'y en a pas 400, c'est prodigieux, quoi. Il y a énormément de propositions, que ce soit le yoga ou le MMA ou autre. Les gosses, ils font le foot, le karaté, le tennis. Ça pourrait être l'un ou l'autre, c'est pareil. Tant que le parent, il peut. J'ai parlé avec les judokas, ils étaient d'accord avec moi. Les parents, ils disent bon, voilà, j'ai un trou de 4h à 4h30, là, allez, je te donne mon gosse. Oui, c'est de l'aïkido, du judo, du karaté. Pour eux, c'est du pareil au même. Oui, c'est ça, ouais. C'est un peu dommage. Mais je pense qu'ils ont l'impression de connaître, même les parents, ils ont l'impression de connaître l'aïkido. Ça leur ferait du bien de s'y intéresser vraiment, de découvrir vraiment la pratique. On a dit que c'était une philosophie, on a dit que c'était aussi un art martial, mais on a surtout parlé d'une chose qui est surprenante, que j'ai relevée tout à l'heure. Vous m'avez dit c'est un art de paix et c'est pas un art de destruction de l'autre. Et c'est un peu antinomique avec un art martial. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est même le fondement de l'aïkido. Hein. C'est ce qui en fait son attrait, son intérêt. Je pense que cette philosophie-là, elle est apparue à un moment un peu nécessaire et qui finalement est bénéfique pour le message. Alors ça, c'est tout à fait vrai historiquement. Parce qu'au début, l'aïkido, c'était pas trop la philosophie de la paix. Hein. C'était même plutôt l'inverse. Puis quand les Américains ont interdit les arts martiaux, juste après la guerre, ils les ont autorisés à rouvrir. Mais je l'ai vu pour le karaté et pour le judo, c'est surprenant même. Au début, ils formaient carrément les kamikazes dans les dojos avec une sorte d'endoctrinement, hein, pratiquement, sur l'art de la guerre. Puis après, on réouvre les dojos, mais c'est que pour la paix. Donc on leur a imposé cette philosophie politiquement. Et je vois que Morihei Ueshiba s'en est fait le reflet assez promptement. Mais je pense qu'il était plutôt la bonne personne parce qu'il avait aussi un penchant pour une philosophie beaucoup plus proche de la nature et aussi. Oui, il avait une certaine pratique ascète de méditation. Voilà, ouais. Mais il était quand même. C'est une personnalité controversée parce qu'il était aussi dans les Kempetai à un moment, c'est la police, ouais. Il a fait la guerre, ouais. Donc, c'est à la guerre, c'est pas joli, mais c'est vrai que après, quand il enseignait, il s'est contenté d'enseigner l'aïkido comme une discipline vraiment de paix. Ça, c'est surprenant pour surtout un art martial traditionnel, parce que la plupart des arts martiaux japonais, surtout, c'est comment tuer son ennemi en une leçon facile, quoi. Hein, oui, c'est ce que, oui, malheureusement. Toujours cette notion de curseur, en fait, qu'il est possible de déplacer à un moment. Ça a été une lente évolution dans sa recherche, dans la synthèse qu'il a fait des anciens arts martiaux, des techniques qu'il a regroupées, qu'il a choisies, qu'il a façonnées, qu'il a repris à sa main et qu'il en a... Avec l'aide de ses descendants. Oui, ouais. Et auquel il a rajouté cette philosophie. Je trouve que c'est ça qui change tout, quoi. La vision qu'il en avait et ce qu'il a voulu en faire, un art de paix. Enfin, l'idée était brillante, quoi. Enfin, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de compétition, que c'est différent du judo ou du jiu-jitsu traditionnel ou d'autres écoles, par exemple. Voilà. Ça permet de se renforcer, de prendre confiance en soi. Ça a plein de vertus, et tout en cherchant pas à combattre l'autre, hein. C'est vraiment... C'est pas, pour les auditeurs, c'est vrai que souvent, les gens critiquent l'aïkido parce qu'ils ont tendance à placer ça du point de vue du combat, voire de la self-défense. Et en fait, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour le non-combat. Donc on pourrait pratiquement pas dire que c'est un sport de combat, c'est plutôt un sport tout court. C'est un art martial, déjà. Un art martial, oui. Plutôt comme la capoeira, alors. En capoeira, par exemple, il n'y a pas de compétition et dans les combats, on ne se touche pas. On cherche aussi une forme d'harmonie avec l'autre. Oui, alors là, c'est la philosophie différente parce que c'était plutôt pour masquer... Oui, à l'origine, c'est vrai que c'était pour masquer des mouvements qui étaient
Voilà. vu comme efficace, Oui. effectivement. Voilà. Tandis que là, non, c'est ouvertement, c'est je veux maîtriser la situation, je veux éviter d'en arriver au conflit. Donc, ça permet de prendre confiance. Et puis, Et du point de vue de la self-défense à proprement parler, vous pensez que c'est pas le bon chemin, qu'il faudrait plutôt faire autre chose? self-défense, c'est très bien. C'est tout à fait dans l'esprit Aikido, hein. On fait de la self-défense, on se défend. Mais en même temps, c'est pas pour combattre, pour faire mal à l'autre, hein. C'est voilà, maîtriser la situation. C'est un peu l'idée, c'est ce que je dis souvent, je crois, hein, quand même, dans le dojo. Maîtriser la situation, mais pas chercher à faire mal aux partenaires. Je vais vous laisser un mot de conclusion, peut-être inviter les futurs pratiquants et pratiquantes au dojo. Donc rappelez-moi l'adresse exacte du dojo. C'est à l'îlot des Serruriers dans le Vieux-Nice, derrière le théâtre Francis Gag. Le nom du dojo? Alors c'est le CAVN, Cercle Aikido Vieux-Nice. Le Le dojo plus qui est là vieux dojo de c'est Nice. ça, Hein. ce que j'allais dire. Ouais, c'est un des plus vieux dojos. Je crois qu'il est là depuis les années 80, c'est ça? Oui. Donc je vous invite, si vous voulez pratiquer l'aïkido, à venir à Nice ou à l'îlot des Serruriers, au Vieux-Nice, et pratiquer l'aïkido, qui est un sport d'harmonie. Si jamais vous êtes intéressé par la lecture sur l'aïkido, je vous invite à lire nos ouvrages disponibles sur budo.fr, sur le site internet de Budo Édition. Et je vous remercie donc d'avoir parlé d'aïkido avec moi pendant 1 heure. Merci beaucoup et à bientôt sur la chaîne de Budo Édition. Retrouvez tous vos livres de sport au Vestiaire Hameau et tous nos ouvrages sur budo.fr.